Mesdames, Messieurs, bonsoir. Bienvenue sur cette émission de géopolitique. Au sommet de cette émission, nous parlerons de la Chine, de l'île de Taïwan et des États-Unis. Monsieur Toga, bonsoir. Bonsoir et c'est un plaisir que d'être là. Que se passe-t-il à Taïwan? Les Américains pourraient-ils intervenir sur le territoire de Taïwan? Oui, oui, si on fait une lecture historique, oui, au regard du partenariat qui s'est tissé, des liens qui sont nés, oui, parce que ils ont mis une politique en place qui permet de dire que si la Chine aujourd'hui intervient à Taïwan, les États-Unis se verront dans l'obligation d'intervenir en protection du peuple taïwanais. Ils ont appelé cela une stratégie ambiguë. La stratégie, ça a évolué dans le temps et puis c'est devenu une stratégie ambiguë, celle de savoir que les États-Unis ne donnent pas des indices palpables pour dire que oui, ils sont prêts à aller. Ils laissent un peu l'opinion dans un doute flou, dans un flou artistique. Mais dans le rapport qui lie les États-Unis et Taïwan, il y a ce deal-là qui enjoint les États-Unis à intervenir en cas d'agression de la Chine sur l'île de Formose. La Chine contrôle-t-elle réellement le détroit de Taïwan? Veut-elle réellement envahir Taïwan? Plusieurs experts estiment que cela pourrait se produire. C'est une des possibilités, on ne peut nullement l'écarter d'un revers de la main. C'est une des possibilités de voir la Chine envahir complètement, c'est un peu exagéré, Taïwan. Mais il faut ici mettre en évidence un fait majeur. C'est celle de savoir qu'au niveau de Taïwan, il y a toujours eu des dirigeants qui se sont accordés sur le principe d'une seule Chine. Et l'avènement de la nouvelle présidente au niveau de Taïwan refute ce principe-là, ce qui crée des soubresauts et des échanges diplomatiques un peu musclés et qui pousse Taïwan à revoir ses positions et mettre en mal leur partenariat avec les Amériques. Parce que je me projette un peu dans la Chine. On parlait de la Chine comme étant le sable mouvant, ou bien un terme qui démontre que la Chine est un géant au pied d'argile. Voilà, c'est exactement le mot que je cherchais. Dans les années 2000, on parlait de la Chine, un géant au pied d'argile, un géant en termes de population, mais en termes d'agile, en termes de puissance militaire, en termes de puissance économique, en termes de puissance, tout simplement, de puissance. Maintenant, à l'analyse, aujourd'hui, on se rend bien compte que tout cela est un passé vétuste, que la Chine ne connaît plus aujourd'hui. Elle est considérée comme étant une puissance à part entière, une véritable puissance qui caracole au niveau des États-Unis, de la Russie, de la Grande-Bretagne, de l'Allemagne et tous ces pays-là. Et donc, la Chine aujourd'hui est un poids important dans la prise de décision qui gouverne le monde. Elle a son mot à dire. Or, Taïwan ne compte que sur les États-Unis pour s'affirmer de façon internationale. Et les 17 pays ou les 15 pays qui ont reconnu l'existence de Taïwan en tant qu'État. Ce qui me ramène à poser une autre problématique, celle de la reconnaissance des États, sous le label des puissances. Donc, ça voudrait dire que si on prend un cas africain, en parlant du Cameroun, la reconnaissance de l'Amazonie par la Grande-Bretagne crée de facto cet État-là. Et donc, ici, il y a un problème de reconnaissance qui naît, et que je ne sais pas si le droit a déjà réglé cela, mais il y a ce problème de reconnaissance-là qui met en mal un peu la Chine aujourd'hui, qui se voit un peu dépossédé de son territoire et qui entend le maintenir en tant que Chine, une seule Chine et pas une Chine
en dehors de Taïwan. Et c'est qui pousse la plupart des schémas diplomatiques à reconnaître l'unité de la Chine, et c'est qui conforte un peu ses positions dans ce sens-là. Est-ce que la Chine fixe les règles sur le détroit de Taïwan? Non, non, la Chine ne fixe pas tellement les règles, elle a fixé le cap, c'est-à-dire une seule Chine. Mais cela n'empêche qu'aujourd'hui, on parle un peu de fédéralisme, c'est-à-dire vous êtes constitué dans une unité, mais vous avez des politiques qui sont implémentées de façon indépendante sans toutefois se rapprocher de l'État central. Mais ici, la Chine n'impose pas, elle n'a pas vocation à assujettir les Taïwanais, mais elle aimerait, dans le discours qu'elle tient, et à l'analyse de ce discours-là, elle aimerait qu'on considère Taïwan comme faisant partie de la Chine et non comme étant un État en dehors du territoire chinois. La Chine, ce géant au pied d'argile, est-ce que c'est une opportunité sur le plan politique pour la Chine de montrer ses muscles aux États-Unis avec un arsenal militaire? Tout à fait, tout à fait. C'est plus qu'une opportunité. C'est même une entrée en action que la Chine a là devant elle pour montrer déjà à la direction du Taïwan que le puissant que vous avez comme protecteur est peut-être puissant, mais vous êtes tout près de nous, on vous écrase avant qu'il n'arrive. Et donc vous avez les opérations militaires qui se sont menées, et vous avez vu le déploiement en termes de matériel, en termes d'hommes qui ont survolé l'espace taïwanais. C'est vous dire que si la Chine aujourd'hui décide d'attaquer Taïwan, je ne sais pas si ça sera comme en Ukraine, mais la Chine frappera très fort avant que les États-Unis n'envisagent même venir en appui à cette île de Formose, comme on l'appelait par le passé, et à venir en aide à cette île-là, sur base de leur stratégie, c'est-à-dire la stratégie de l'ambiguïté. Les Taïwanais ne sont même pas sûrs que les États-Unis interviendraient au cas où la Chine frappe ce territoire-là. Et donc, il y a cette montée en puissance-là, il y a deux opérations de grande envergure que la Chine a menées sur cette île-là, et les Américains, pour conserver leur stratégie d'ambiguïté par la voix de du président Biden, qui dit que si vous frappez Taïwan, soyez-en sûrs que nous allons intervenir. Et il fait déplacer des détroits en direction de Taïwan pour montrer à la Chine que ce ne sont pas que des vœux pieux, au regard déjà du discours de la Chine qui disait que si les Américains se targuent le luxe de protéger ipso facto Taïwan, ils vont réagir. Ils vont réagir, et puis la réaction a eu lieu, et voilà. Et donc maintenant, la volonté de la Chine, ce n'est pas de créer un conflit au niveau de Taïwan, c'est plutôt de mettre en mal l'économie taïwanaise pour lui rappeler que nous sommes fort attachés à ce principe d'une seule Chine. La visite du numéro 3 américain n'a pas été appréciée par la Chine. Rappelons que Taïwan est un État souverain non reconnu par la France. Est-ce que c'est une visite qui a été faite pour rappeler aux Chinois que l'île de Taïwan intéresse les Américains? Bon, ici, j'ai lu un article qui parlait de plutôt en termes de sortie de Nancy Pelosi de la sphère politique, qu'elle se rend à Taipei pour essayer de se donner de l'aura pour sa sortie politique. Mais je tends plus vers cette analyse-là que de dire que les Américains ont essayé de titiller la Chine pour voir à quel point ils sont prêts à intervenir en cas de manifestation de façon claire des Amériques à accorder leur aide à Taïwan. Mais dans les faits, le président Trump avait déjà, par le passé, accordé des aides en termes militaires
à Taïwan pour leur protection. Le président Biden est en voie de faire la même chose. Et donc, vous avez aujourd'hui la nouvelle, ce qui me permet aussi de dire que les États-Unis ont une nouvelle politique qui voudrait que l'Américain ne meure plus sur le champ de bataille qui n'est pas le sien. Mais on vous aide militairement en vous apportant du matériel, comme ce qui s'est fait en Ukraine. On vous apporte du matériel, mais il faut vous débrouiller à l'utiliser. Tout ce que nous on veut, c'est que vous réglez nos factures. Parce que ce matériel n'est pas gratuit. Vous réglez nos factures et vous réglez la facture du matériel, vous réglez la facture de la formation. Et vous allez, on vous donne quelques instructeurs, là, les sacrifiés, qui voudront bien aller vous accompagner au champ de bataille. Et vous réglez la facture des États-Unis et vous êtes des bons partenaires. Du moment où vous essayez de sortir de ce canevas tracé-là, vous êtes en conflit avec les États-Unis. Et donc Taïwan doute même déjà de la sincérité des États-Unis à leur venir en aide en cas d'agression de la Chine. Mais je pencherai plutôt vers l'analyse de ce journaliste-là qui a tenté de démontrer que c'est juste une sortie de piste, pas une sortie de piste, mais juste une fin de carrière politique de Nancy Pelosi qui veut sortir par la grande porte. Est-ce que les enjeux ne sont pas l'intégration de la région asiatique dans le monde? Nous savons que Taïwan est le premier producteur de puces électroniques dans le monde. Oh oui, de toute évidence, s'il y a conflit au niveau de Taïwan, cela impactera l'économie mondiale, ça c'est sûr. Mais maintenant, quel est l'intérêt que les Américains ont à Taïwan? C'est la grosse question. La grosse question, quelle est la réponse? Elle est en conflit avec qui à Taïwan? Avec la Chine. Et maintenant, la Chine revendique sa souveraineté sur l'île de Formose, l'île de Taïwan. Et si dans mes lectures, je suis tombé sur un document qu'a écrit Samir Amin, il dit que les États-Unis ont vocation à démanteler tous les États qui leur opposent une résistance. Ce qui doit marcher, c'est la volonté états-unienne, leur domination, l'expansionnisme américain, l'uniformisation de l'américain sous le label de la globalisation. La globalisation que le fameux Kissinger a défini comme étant un autre mot pour exprimer la domination des États-Unis sur le monde. Et si on parle en termes hégémoniques. Maintenant, est-ce que au niveau de Taïwan, les États-Unis expriment leur côté hégémonique? Bien sûr que oui, parce qu'ils vont titiller un territoire qui n'est pas le leur et s'arroger le droit de protectionniste de cette île-là au regard des velléités de réponse de la Chine sur son entre guillemets territoire. Et donc vous voyez ici là que c'est encore une attitude belliqueuse qui, ma foi, demande beaucoup de tact, beaucoup de diplomatie pour calmer déjà les esprits et ramener les différentes parties sur un terrain de négociation et que l'histoire de Chiang Kai-shek et de Mao Zedong ne prenne pas un pas sur les liens de confraternité qui existent entre ce peuple qui, à la fin, n'est qu'un seul peuple. Pourquoi en 2021 seulement 15 pays reconnaissent la souveraineté de l'île? Au risque de vous décevoir, je dirais même que c'est en train de chuter. Au regard de le soft power que la Chine utilise aujourd'hui pour conserver cet État-là et qui revendique à ce que les États auxquels elle apporte un soutien énoncent de façon claire et en mondiovision l'unicité de la Chine sur l'île de Taïwan. Et ceci se fait même déjà au-delà des frontières de ces pays-là. Cela se passe même déjà dans l'enceinte de ce truc qui ne devrait même pas exister, parce que, c'est-à-dire l'ONU. Et donc vous voyez là que le soft power que la Chine utilise auprès des pays qui apportent un soutien à la Russie au niveau de l'Afrique, puisqu'il s'agit de l'Afrique, il ne reste que le Burkina Faso et le Swaziland.
Dernièrement, Sao Tomé et Principe, ils ont dit de façon claire que on s'entêtait à soutenir l'existence de Taïwan en tant qu'État. Aujourd'hui, nous regrettons, mais c'était à demi-mot. Mais le représentant, le ministre des Affaires étrangères de ce pays-là, a magnifié la coopération nouvelle qui s'est créée avec la Chine, avec l'apport qu'il donne à ce pays-là pour la construction des infrastructures. Et donc, vous voyez ce soft power-là qui pousse les pays à se désolidariser et donc à revoir leur position quant à apporter un soutien à Taïwan ou alors à se mettre du côté du grand financier qui apporte, entre guillemets, le développement au niveau de leur pays. Et donc, vous voyez que ce qui gouverne les relations au niveau des nations, c'est une fois de plus l'intérêt. Quel est l'intérêt que Sao Tomé, par exemple, a à soutenir Taïwan en tant qu'État? Quel est l'intérêt? Quand elle analyse cette question, elle se dit, je ne gagne pas grand-chose. Et Taïwan a répondu en disant que vous nous avez fait du chantage. Quant à ce qu'on doit renflouer vos caisses pour que vous puissiez, je ne sais pas moi, donc il y avait quand même un intérêt de remplissement des caisses de Sao Tomé, ce qui a été démenti d'ailleurs. Vous voyez qu'il y a un intérêt à soutenir. Non, s'il n'y a pas une action, il n'y a pas d'intérêt. La Chine, revenons sur la Chine, est-ce que la Chine pourrait-elle prendre le risque d'envahir Taïwan? Si, elle peut prendre ce risque si elle sent que ses intérêts sont, une fois de plus, ses intérêts sont menacés. Si elle sent que ses intérêts sont menacés. Et déjà, dans cette partie du territoire du monde, vous savez que la Chine a développé une stratégie comment je pourrais appeler ça, elle a développé une stratégie de procuration. C'est-à-dire que ce n'est pas l'armée chinoise qui va au front, mais la procuration ici vient, c'est peut-être pas le mot qu'il faille utiliser, mais c'est pour expliquer que la Chine aujourd'hui a donné les intérêts militaires auprès des pêcheurs qui vont pêcher en territoire, non pas ennemi, mais en territoire voisin, pour marquer son influence sur le territoire discuté. Et donc, vous avez l'Inde, tous ces pays qui sont autour de la Chine, les pêcheurs chinois vont dans les eaux territoriales de ces États-là pour ramener du poisson. Mais derrière cela, il y a un enjeu politique, il y a un enjeu géopolitique que la Chine a essayé de mettre en termes de stratégie pour marquer le territoire de son estampille. À savoir que c'est un territoire chinois. Et donc les pêcheurs vont là-bas, ils font les familles, ils font. Et après, les Chinois vont upgrader le matériel de ces pêcheurs-là, leur donner, entre guillemets, une formation à la protection de leur production. Et donc vous avez cette mise en avant de ces éléments-là qui poussent, par exemple, les Américains à être dubitatifs quant à ce que les Chinois, l'État chinois, c'est-à-dire le gouvernement chinois, ira à la conquête de tout l'espace discuté. Est-ce que la course effrénée vers un monde multipolaire ne pourrait-elle pas entraîner des conséquences au niveau mondial? L'avènement de quelque chose de nouveau apporte toujours, non pas des chamboulements, mais des changements majeurs, j'ai envie de dire. L'avènement du monde unipolaire a apporté certainement des changements, c'est-à-dire la gouvernance du monde par les États-Unis. Et cette gouvernance-là a apporté le capitalisme à son apogée. Et aujourd'hui, nous vivons les métastases de développement, la recherche effrénée du profit. Nous avons le réchauffement climatique, nous avons la déshumanisation au profit de l'intérêt, dont les hommes sont plus intéressés par le matériel que par les relations sociales. Vous avez, une fois de plus, le capitalisme béatement pratiqué, c'est-à-dire un capitalisme qui
qui déshumanise, un capitalisme qui ma foi, recherche simplement quelque chose qui annihile l'homme, qui produit même déjà, qui est source de production. Et donc l'avènement d'un monde multipolaire ne vient que restituer quelque chose qu'on a constaté qu'il s'effrite. Le président Poutine essaye d'énoncer que le multipolarisme vient humaniser les relations sociales, vient humaniser la vie économique. Et donc l'homme revient au centre des décisions politiques, économiques et sociales. Or, le capitalisme unipolaire, tel que c'est pratiqué, l'homme est en dehors. Il doit produire juste pour le grand capital. Et donc, c'est le grand capital, c'est-à-dire les multinationales, les 1% qui ont toute la richesse du monde là, qui se font beaucoup d'argent au détriment des pauvres qui ne vivent que comme au temps de l'esclavage. C'est-à-dire, on te donne la période de salariat, on te donne juste le nécessaire pour refaire ta santé morale, ta santé physique, ta santé idéologique, et revenir à la case départ pour continuer à mener les activités que le grand capital aura définies pour toi. Apporte ceci de particulier que la souveraineté des États, une fois de plus, sera mise en avant, quelque chose que le capital a transféré au niveau des multinationales. Vous voyez ici que c'est deux idéologies qui s'affrontent, mais on reste dans le capital, dans le capitalisme. Et donc on humanise le capitalisme avec le multipolarisme. Et donc c'est un peu ces éléments-là qui poussent la réflexion et qui poussent les individus à se demander est-ce que l'unipolarisme qui est pratiqué est encore à même d'apporter quelque chose de bénéfique à l'homme, ou alors il faille parler de multipolarité comme le président Poutine ou à l'organisation de Shanghai. Il a encore une fois de plus dit que l'unipolarité est décédée. Le monde entier assiste à cette transformation géopolitique. Qui profitera de ce nouvel ordre mondial? Un monde multipolaire. Déjà, ceux qui auront anticipé et considéraient que l'avènement d'un monde multipolaire est une opportunité, est une aubaine. Et là, ils prépareront à accueillir les bienfaits de ce monde multipolaire, c'est-à-dire ne pas honnir, par exemple, une nation comme la Russie qui peut vous apporter en termes de sécurité, qui peut vous apporter en termes économiques. Vous avez Gazprom aujourd'hui qui est honni au niveau européen, mais qui fournissait le gaz en Europe. Mais aujourd'hui, ils ont coupé les ponts. Pourquoi? Parce que le monde doit être dirigé par une seule puissance, c'est-à-dire les États-Unis. Mais ce monde que veut Poutine et l'organisation de Shanghai, tous ces pays-là qui veulent que les choses changent dans la façon dont le monde est régenté, aimerait voir un monde qui s'émancipe, qui émancipe l'homme, qui n'émancipe plus le capital, mais qui émancipe l'homme et qui permet à ce que le capital que l'homme produit lui serve à se régénérer et à travailler mieux et à s'épanouir simplement. Aujourd'hui, on ne s'épanouit plus. On ne s'épanouit plus, on vit de façon merdique pour juste garder la face et satisfaire le grand capital. Tu es satisfait par le grand capital, tu es à côté. Donc finalement, c'est l'humain qui profitera de cette nouvelle ordre mondiale. C'est ce qui est envisagé. Ouais. C'est l'humain qui doit profiter de ce nouvel, pas le nouvel ordre mondial. Le nouvel ordre mondial, c'est encore un cap au-dessus de ce que nous avons aujourd'hui. Et ce qui est la continuation de ce que le monde capitaliste a voulu, créer un nouvel monde mondial avec le grand reset. Le grand reset. Et donc, non, ce n'est pas un nouvel monde mondial qui est proposé. C'est une mondialisation plus humanisante qui est proposée. Ce n'est pas un nouveau monde mondial. Puisque eux-mêmes, ils ont constaté que le monde actuel, tel qu'ils nous l'ont vendu, est une chimère. Ce n'est pas quelque chose qui est fondé sur quelque chose de vrai. Et donc, ils ont pensé le grand reset pour revoir les fondamentaux du capitalisme actuel et proposer quelque chose qui
ramènera du sens à la vie de l'homme. Or, la mondialisation multipolaire est quelque chose qui humanise les nations déjà, parce qu'on reconnaît la souveraineté des nations. Ce ne sont plus les ONG qui sont au-dessus des constitutions étatiques, ce ne sont plus les ONG qui détermineront les orientations budgétaires, les orientations sociales des différents pays, dont les pays seront déjà respectés. Et partant, si on respecte votre nation, on respecte les citoyens qui constituent la nation. C'est sur ces mots, chers téléspectateurs, que s'achève cette mission de géopolitique. Nous vous donnons rendez-vous pour nos prochains numéros. À très bientôt.